bien, ça fonctionne, c'est parti pour ce live. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Canapé Comics, ce Canapé Comics du 15 décembre. Ce sera certainement pour moi l'avant-dernier Canapé Comics de l'année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent, donc présentateur de Canapé Comics, webmaster, administrateur du blog Comics Heroes et de la page Facebook qui s'appelle French Comics Heroes, French Comics Force, je suis perdu dans mon dialogue, dans mon monologue, French Comics Force, qui a pour but, pour objectif, de promouvoir les initiatives et les artistes de comics français made in France. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein déjà de pages Facebook consacrées à l'actu globale des comics, ce qui est très bien d'ailleurs. Je suis moi-même inscrit à plein de pages Facebook sur les comics en général, mais du coup il y a moins ce côté promotion de la culture comics made in France, et du coup moi c'est ce que j'essaye un peu de faire avec cette page en particulier. Donc bienvenue, ce soir on est reparti, comme chaque semaine, mais cette fois on est jeudi au lieu d'être mercredi, puisque la bonne nouvelle, ça y est, les Bleus sont en finale. Allez les Bleus, croise les doigts pour dimanche, c'est quand même Messi et l'Argentine, on verra bien ce que ça va donner. C'est un autre sujet, pas sûr que ça nous intéresse tous, ça vous intéresse tous, donc on va revenir aux comics. Ce soir, le programme, ça va être quoi ? Ça va être bonsoir monsieur Sébastien Barret, bienvenue chez Canapé Comics, bienvenue chez toi, j'ai envie de te dire. Donc ce soir, Canapé Comics, ça va être quoi ? Ça va être mes lectures de la semaine, et puis on va en revenir au Durandal. Les Durandal, c'est quoi ? C'est mes awards à moi, que je décerne sur mon blog Comics Heroes depuis maintenant un petit nombre d'années, sur le meilleur du comics de 2022, de l'année écoulée. Pour rappel, la semaine dernière, c'était le Durandal du comics made in France. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Voilà, je vais démarrer directement par mes lectures, par ordre chronologique. Le petit plaisir très fun que je me suis lu cette semaine, c'est dessiné par Greg Land, c'est écrit par Peter David, ça s'appelle Symbiote Spider-Man. C'est très fun. Moi, c'est le deuxième album que j'achète de Symbiote Spider-Man. J'avais acheté le premier parce qu'il s'inscrivait apparemment, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, je ne sais plus trop comment, dans le crossover Empire, mais vraiment par un tout petit quelque chose, et parce qu'il y avait du Black Knight, et il y avait du super-héros que j'avais envie de voir. Symbiote Spider-Man, c'est quoi ? C'est Peter David qui écrit des épisodes entre guillemets inédits, de l'époque où Spider-Man avait découvert son symbiote, son costume noir au retour de Secret Wars, donc avant que Venom ne soit dévoilé comme étant finalement la créature, le costume était une créature, un symbiote. Et bien avant cela, notre Spider-Man a vécu des aventures en tant que Spider-Man noir, on va dire ça comme ça. Peter David joue sur la nostalgie, et pendant ces années-là, ces années des années 80, il réinvente de nouveaux épisodes, des épisodes inédits de cette période où Spider-Man était en noir. C'est super fun, moi je trouve ça super fun. C'est tout ce que j'aime dans les comics, c'est du Spider-Man noir, et on y trouve de tout. On y trouve du Hulk, on y trouve de l'Asgardien, on y trouve du multiverse. Donc moi je me suis éclaté et je me suis marré en lisant ce bouquin. On y trouve même un dinosaure. D'ailleurs, pour vraiment vous présenter le bouquin, le concept, je vais vous lire le résumé que vous trouverez à l'arrière de ce fameux album. Album que j'ai trouvé à petit prix, je crois que je l'ai eu à 10 € au lieu de 12 mois pas à Quai des Bulles, à Saint-Malo, mais à BD Boom à Blois, là où le sieur Sébastien Barret, mon viewer, bonsoir Alexandre, bienvenue à Canapé Comics. Donc BD Boom, j'avais trouvé chez les bouquinistes cet album que je ne regrette pas, en compagnie de Sébastien. Salut mon Séba. Alors, le résumé officiel de ce Symbiote Spider-Man, c'est que l'équipe artistique de Symbiote Spider-Man vise toujours juste quand il s'agit de divertissement. Cette fois, Spider-Man emprunte une voie jusqu'alors inexplorée, celle de la psychédélique croisée des dimensions. Dans ce récit inédit, situé à l'époque où Peter Parker portait sans le savoir un être vivant sous la forme d'un simple costume noir, le tisseur va croiser la route d'un autre héros, l'incroyable Hulk, et ce n'est que le début. Donc je vous le disais, c'est Greg Land au dessin. Alors Greg Land, il y en a beaucoup qui l'aiment pas, moi je le trouve super, moi j'adore. C'est vrai qu'il a un style très photographique et tous ses personnages, hommes et femmes, se ressemblent. Mais je sais pas, moi ça fonctionne. Enfin, moi je trouve ça super beau quoi. Regardez-moi ce Spider-Man, je trouve ça super beau, je trouve ça très bien mis en scène. Voilà, il y a une Felicia Hardy, mais qui est belle à souhait. La Felicia, à l'époque c'était la nénette officielle de Spidey.
Elle sortait avec Peter Parker. Je ne sais pas si elle savait bien que c'était Peter Parker. Et là, ils sont embarqués dans une histoire de crossover, une histoire de chasse à la pierre des Nornes dans plusieurs dimensions. À l'époque, ils sont à la recherche de Hulk et ils sont envoyés à la croisée des dimensions. Moi, je n'ai pas su, je ne le lisais pas à l'époque, mais Hulk avait été un petit peu comme ce qu'avaient fait les amis des Illuminati. Hulk avait été isolé au lieu d'être isolé sur la planète Sakaar. Il avait été isolé dans une dimension un petit peu intermédiaire qui s'appelait la croisée des dimensions. Et donc du coup, Hulk était un petit peu emprisonné dans cette croisée des dimensions. Donc là, on y retrouve Strange, on y retrouve Hulk. On va avoir une version, moi que j'avais jamais vue de Hulk, une version maléfique que j'avais jamais vue de Hulk, que je ne m'explique pas d'ailleurs. J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble. Et notre Peter va être envoyé dans plusieurs dimensions pour retrouver cette fameuse pierre des Nornes. La pierre des Nornes, c'est un artefact, une sorte de pierre de l'infini asgardienne, on va dire ça comme ça. C'est toujours des quêtes de pouvoir, vous imaginez bien. Et c'est fun, quoi. Et c'est fun. On a Carmilla, la reine asgardienne, qui cherche à s'emparer de ce pouvoir, la reine des Nornes. Et Peter Parker est embarqué dans plusieurs aventures multiverselles. Il va aussi y croiser les Éternels version années 80. Donc avec Icaris, Tena, Ajak, Zuras et toute la clique. Et toute la clica. On a notre Felicia Hardy qui elle est restée dans notre dimension, qui cherche à le secourir grâce à l'intervention de Docteur Strange. C'est fun, c'est coloré, c'est marrant. Je me suis marré une bonne paire de fois avec ce bouquin. Donc voilà, petit prix, 10-12 € cet album. Moi, je vous le conseille. Vraiment. Ça s'appelle Spider-Man. C'était mon deuxième album. Déjà, j'avais beaucoup aimé le premier. C'était surtout sur cette formule, toujours sur cette formule. Quelque chose de fun, de coloré, de pas prise de tête. Dans le Spider-Man des années 80 en costume noir. Donc, je pense que si je retombe sur des albums à petit prix chez un bouquiniste, je vais me les prendre parce que c'est vraiment très fun. Voilà pour la première lecture. La deuxième lecture que j'ai commencé, c'est le Marvel Comics numéro, ça doit être le 12 puisqu'on est en décembre, bien sûr, c'est le numéro 12. Regardez-moi cette superbe couverture de Javier Garrón, parce que je confonds Javier Garrón et Jason Aaron, sur Avengers. On le voit, on nous promet un crossover entre Valkyrie Jane Foster et Mighty Thor Jane Foster, et c'est exactement ce qui nous attend dans ce bouquin, dans ces épisodes avec le Avengers qui s'appelle la saga de Jane. Donc c'est toujours Jason Aaron et Javier Garrón qui sont aux commandes. Et donc on va y retrouver via les dessins très ligne claire mais très efficaces de Javier Garrón une Jane Foster dans une drôle de position. En fait, ça continue le run de Javier Garrón et Jason Aaron, où Jason Aaron nous tease depuis un moment, depuis au moins Heroes Reborn, même depuis la saga Moon Knight, que Mephisto est le grand méchant de ces futurs Avengers, qui prépare une machination de folie, même une machination multiverselle. Et donc dans les épisodes précédents, on avait plutôt les Avengers qui se reconstituaient, qui se recomposaient, et qui prenaient la mesure de la menace que représente Mephisto. Donc on avait beaucoup ça, et on avait quelques épisodes où on voyait les nouveaux Avengers se composer, surtout le dernier qu'on avait pu. Et là, ça y est, enfin, on voit les Mephisto en action, puisque vous le suivrez, vous le verrez, vous le lirez, finalement, ce qui menace les Avengers, c'est pas Mephisto, mais c'est une armée de Mephisto du multivers. Donc dans cet épisode, on a deux personnages qui se croisent, c'est Valkyrie et Mighty Thor, Jane Foster. Donc ça nous laisse présager que peut-être cette Mighty Thor d'une version alternative fera aussi partie de l'armée des Avengers qui à un moment ou à un autre vont devoir affronter Mephisto, mais aussi les maîtres du Val du multivers, puisque ça fait quelques épisodes qu'on a appris à découvrir qu'une sorte de fataliste suprême est en train de mener un petit bataillon, une petite armée de maîtres du mal du multivers, dont un jeune Thanos, dont un fataliste suprême, dont un Killmonger qu'on va voir par la suite, un Killmonger avec l'armure du destructeur asgardien, plein de nouveaux personnages, plein de versions de super vilains Marvel qui sont en plus optimisés parce que fusionnés avec d'autres armes et d'autres pouvoirs. Donc Marvel, puisqu'il s'agit de versions alternatives des vilains que l'on connaît. J'ai pu enchaîner pour ce Marvel Comics numéro 12 avec la lecture sur Avengers Forever. Avengers Forever qui cette fois qui s'appelle The Vibranium Man. Le Vibranium Man, donc ça vous laisse un petit peu présager le programme
de cet épisode. On y retrouve au scénario toujours Jason Aaron, et là au dessin c'est Jim Towie, qui je pense avait dessiné déjà l'épisode sur le Fatalist Suprême. Et là, The Vibranium Man, c'est une version alternative de notre T'Challa. T'Challa qui doit affronter le fameux Killmonger dont je vous ai parlé, qui est muni de l'armure en vibranium, je pense, du destructeur d'Asgard. Et dans cette nouvelle continuité, autre univers, on apprend à découvrir qui est T'Challa, quelle est cette version de T'Challa. Et c'est un T'Challa qui est très très inspiré du Superman, du Clark Kent de DC Comics. Donc il faut lire l'épisode pour bien comprendre la mesure de ce personnage. Et donc finalement, dans cet Avengers Forever, encore une fois, on découvre un nouveau personnage, une sorte de nouveau Avengers du multivers. Et donc ce que nous concocte finalement Jason Aaron dans les épisodes que l'on lit actuellement, c'est finalement, certainement, je l'imagine comme ça parce que j'ai pas lu, salut Pascal, bienvenue à Canapé Comics. Pascal, il n'y a pas fou ce soir. Tu prends ton temps, tu t'installes, on va parler comics. Je vais aussi vous poser quelques questions pour savoir un peu quel est votre classement à vous du best of the best des comics de 2022, mais j'y reviendrai. Donc là, Pascal, je suis sur Avengers Forever, et donc c'est ce que je disais, on a droit à la présentation d'un nouveau personnage qui est un T'Challa du multivers. Et donc tout simplement, on imagine que ce T'Challa du multivers va à un moment ou à un autre rejoindre l'armée des Avengers qui va devoir affronter les maîtres du mal du multivers et l'armée de Mephisto du multivers. Voilà ce que j'ai pu lire sur cet album, ce numéro de Marvel Comics. À la suite de tout ça, il y a bien sûr du Thor et du Spider-Man, donc ça, ce sera mes prochaines lectures. Je vous en parlerai lors de mes prochains canapés comics. Voilà pour les lectures. En ce moment, j'y vais un petit peu cool sur les lectures, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de nouveautés qui, pour l'instant, me hype et sur lesquelles je me jette. Je trouve que chez DC Comics, en tout cas, en ce moment, c'est très calme. J'aimerais bien relire du DC Infinite. Bon, il va y en avoir prochainement, certainement. Donc j'attends aussi les prochains Marvel, et notamment l'événement Bannière de guerre. Comment ils appellent ça? Je crois qu'ils ont appelé ça Drapeau de guerre en VF. C'est Banner of War qui va arriver le mois prochain. Donc voilà pour les lectures. Maintenant, j'en viens aux awards, au Durandal de 2022. Puisque chaque année, sur Comics Heroes, j'essaie de remettre des awards pour le plaisir, qui sont les Durandal. Les Durandal qui est un personnage d'Oplita. C'est l'arme astrale du chevalier astral qui s'appelle Roncevaux dans Oplita. Lisez Oplita. Petit message subliminal. Je dois en avoir un quelque part, lisez Oplita. Et donc du coup, j'en ai fait mon award à moi, c'est ma statuette à moi. Les Durandal. Pour rappel, la semaine dernière, j'ai commencé par la catégorie reine, c'est le Durandal du Comics Made in France de l'année, Durandal 2022, et il a été décerné à Centaur Chronicles Volume 4, le Centaur Chronicles de Jean-Michel Ferragati, de Patrice Martinez, de Jean-Marie Minguez, de Ridman et de toute l'équipe de correcteurs et de maquettistes. Bravo à eux, encore félicitations. Centaur Chronicles, c'est un comic book made in France, entièrement made in France, qui reprend par contre des personnages US qui avaient été édités dans les années 40, qui sont tombés dans l'oubli et qui sont aujourd'hui ramenés avec brio dans 4 albums. Là, on est au bout de 4 albums, on est à la fin de la première phase comme pouvait l'être Marvel. Et donc, ces héros du Golden Age sont ramenés à travers une grande saga super-héroïque qui est sublime, quoi, tout simplement. Voilà pour le rappel de l'an dernier. Donc maintenant, je vais vous parler de 2 Durandal. On va parler tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, du film de l'année 2022 selon moi. D'ailleurs, Pascal, Seba, vous êtes tous les deux, c'est 2 Lord Star Comics qui sont avec moi aujourd'hui, viewers. J'en profite pour vous demander quel a été pour vous le film comics de l'année. Je vais faire une petite rétrospective, moi. Le film comics 2022 de l'année, qu'est-ce que c'est? Comics super-héros. Quel est-il pour vous? On va faire le rappel. Qu'est-ce qu'on a eu comme film cette année? On a eu The Batman avec un nouvel acteur qui incarne un jeune Batman dans sa 2e année d'activité, c'est Robert Pattinson. Moi qui suis pas un grand fan de Batman, même au niveau des films, j'ai quand même aimé Christian Bale dans le 1er et le 3e, j'étais moins fan du 2e. Mais du coup, j'ai bien aimé ce Batman par Robert Pattinson dans cet univers, avec une Catwoman Kravitz, Mademoiselle Kravitz, je ne me souviens plus de son prénom, qui était de toute beauté.
Il y a Pascal qui me donne un indice sur son film préféré de l'année. En fait, il nous dit quel est son film le moins préféré de l'année. Apparemment, ce ne sera pas Thor qui sera pour lui le film de l'année. Ce que je peux comprendre. Et oui, je suis assez d'accord. On va y revenir. Donc certainement, le nouveau Batman, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il était très sombre d'apparence. On est dans un Batman qui n'est pas encore complètement mature, expérimenté. Et je trouve que ça marchait bien. Moi ce que j'aime bien, c'est le cheminement de Batman. Entre je suis la vengeance ou je suis la peur, je ne sais plus ce qui s'appelle, je crois que c'est je suis la vengeance, et son état d'esprit à la fin du film. J'ai trouvé ça beaucoup parce que ça passe de quelque chose de très sombre, très torturé. Quand on voit Robert Pattinson en Bruce Wayne, on n'a aucune envie, c'est de lui mettre des claques pour le bouger un peu, alors que Batman est très bon. Mais du coup, c'est ce qui fait un peu la différence et la balance en fin de film. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'évolution du personnage Pattinson à la fin du film Batman. Je passe de je suis la vengeance à finalement, c'est peut-être pas un créneau qui est très... c'est pas qui est très porteur, mais c'est pas un créneau, c'est un créneau qui peut peut-être apporter des difficultés auxquelles il n'avait pas pensé imaginer. Donc effectivement, je serais curieux de voir la suite. The Batman, plutôt vraiment un bon film, très bonne surprise pour moi. Mais c'était mon année Batman. Moi qui ne suis pas de Batman, je suis tombé dans Batman cette année et j'avoue que j'aime beaucoup. Alors, Sébastien, Zoé Kravitz, merci Pascal. Sébastien Barré, je pense qu'il plus soit le fait que Thor ne sera pas pour lui le film de l'année. On va y revenir. Je crois que c'est Gilles qui nous a rejoint. Bonsoir Gilles, bienvenue à Canapé Comics. Gilles, tu prends le temps de t'installer. On est en train de faire la rétrospective pour désigner le Durandal du film Comic Book de l'année. Donc Gilles, tu t'installes et quand tu le peux, quand tu le veux, tu peux nous dire quel est selon toi le meilleur film comic book de l'année 2022. Donc voilà, premier film Batman. Deuxième film, c'était en ordre chronologique, c'était Doctor Strange Multiverse of Madness, réalisé par Sam Raimi avec la pléiade d'acteurs qu'on connaît et qu'on aime beaucoup, Doctor Strange, Scarlet Witch. Donc je ne connais plus les noms des auteurs, mais j'ai pris des acteurs, pardon, mais j'ai pris mes lunettes, donc peut-être que si je sais mettre mes yeux au bon endroit, je saurais vous retrouver le nom des acteurs qui sont les acteurs Benedict Cumberbatch et la petite demoiselle qui joue Scarlet Witch. Bien sûr, là j'ai un trou. Ça va être, comment tu t'appelles? C'est Kevin Feige qui fait les films, ça on est bien d'accord. Et l'actrice qui fait Scarlet Witch, vous m'avez compris. Gaël Mansart, Thor 4, énorme daube, en effet, mais j'ai bien aimé le Docteur Strange de Raimi. On est d'accord, ce Docteur Strange, pour moi, il est vraiment réussi à tous les niveaux. On reprend là où ça s'était arrêté pour WandaVision. On a un Docteur Strange qui est plus intéressant, pour moi en tout cas, que ce que j'avais pu... Merci Elisabeth Olsen, merci Gilles. Je chiale, j'avais le nom Olsen, mais je ne retrouvais plus son prénom. Olsen Sister, on est d'accord, la troisième, j'imagine, des Sister Olsen. Les Sister Olsen que nous, on a connus, les enfants des années 80-90, dans un autre univers que celui du Marvel Cinematic Universe. Donc oui, Sam Raimi, qui pour moi réussit le pari de faire une histoire intéressante avec des enjeux, avec des surprises, avec du multivers, avec des personnages inédits qu'on n'avait jamais vus. C'était quand même, moi je trouve, un des côtés fun du film, et puis des effets d'horreur qui fonctionnent super bien. Moi je vous avoue que j'ai envie de me le revoir une troisième fois le film. Je pense que pendant les vacances, je vais me le refaire une troisième fois parce que je le trouve vraiment très très bon, ce film, à tous les niveaux. L'évolution d'Elizabeth Olsen, en fait là où il est bon Sam Raimi, vous savez quoi? Il a fait ce que moi j'aurais fait. Il a pris les personnages qui lui plaisaient dans Avengers, il a fait sa saga du Phénix Noir à lui. C'est exactement ça. Saga du Phénix Noir, la mort du Phénix, de Chris Claremont, John Byrne. Eh bien écoutez, regardez ça, lisez la saga, on est 15 même sur le même schéma scénaristique, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. C'est vraiment ce qu'ils avaient commencé à faire avec la Sorcière Rouge. La Sorcière Rouge qui dans les comics a un pouvoir qui est un peu plus difficile quand même à représenter. Moi je trouve que finalement leur version à eux de Scarlet Witch du MCU est plutôt pas mal foutue. Et là dans cette côté un peu, dans ce côté un peu saga du Phénix, mort du Phénix, le Phénix Noir, moi je trouve que c'était parfait, c'était vraiment très très bien, avec des personnages secondaires comme Wong qui devient toujours plus intéressant, avec un camartage vraiment intéressant. Ce Docteur Strange là, je l'ai trouvé vraiment plus du côté... ce qui nous a manqué sur Thor, on a plus le Docteur Strange qu'on avait pu voir dans Infinity War Endgame, qui devient vraiment quelqu'un d'important, avec des pouvoirs qu'on comprend, qu'on arrive à vraiment apprécier. Et voilà, pour moi, c'était du tout.
Alors, que me dit Gilles? Gilles me dit dommage qu'il n'ait pas lancé House of M dans la foulée. Oui, ça aurait pu être pas mal si on avait eu un plus de mutants ou un plus, mais ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de mutants dans le MCU, donc un plus de mutants, ça n'aurait pas pu marcher, mais il y aurait pu avoir quelque chose de ce style-là, et puis, écoute, Gilles, peut-être que les portes sont ouvertes pour une suite. Donc on a eu, bien sûr, Multiverse of Madness, on a eu à la suite de tout ça un autre film que beaucoup d'entre vous apprécient, s'appelle Thor, Thor Love and Thunder, Thor le dieu du tonnerre. Alors ce qui est étonnant, c'est que personne n'a crié au scandale quand c'était Thor Ragnarok. Et moi, celui-là, je me suis marré, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je me suis encore marré. Donc j'y trouve toujours de bons côtés à ce Thor Love and Thunder. Je sais c'est pas bien, je sais c'est pas beau, je sais que c'est sale, mais oui, j'aime Thor Love and Thunder. Là où je n'aime pas trop, Thor Ragnarok. Voilà, c'est comme ça, je m'en excuse. Je me suis offert le steel case coffret qui est pas mal. On a un petit livret à l'intérieur avec une sorte de artbook et puis des photos du film. Bon, c'est sympa, mais c'est pas non plus hyper culte. Ah, Gilles Capaldi qui me dit tout simplement que Thor 4 n'existe pas. C'est comme certains films d'Highlander pour moi, il y en a beaucoup qui n'existent pas. Voilà, donc ce Thor là qui a eu un certain succès en salle. Moi je vous avoue, quand j'étais dans la salle, toute la salle se marrait tout le long du film. Effectivement, c'est pas un film qui est fait pour les fans de comics, même pas pour les fans de Thor finalement du MCU. C'est vraiment plutôt pour un public qui était là pour voir une comédie d'action, le public finalement auprès de qui Thor Ragnarok avait fonctionné. Mais là, on est dans l'overdose, on est dans le too much. Et donc la bonne nouvelle finalement, c'est que Taika Waititi ne reviendra plus. Et donc on espère enfin avoir un Thor à nouveau épique. Je pense qu'on ne demande pas la lune. Il faut dire que les films Thor n'ont jamais vraiment connu le succès qu'on attendait d'eux. Je pense que comme tout le monde, dites-moi ce que vous en pensez, le Thor que vous préférez, c'est le Thor d'Infinity War. Moi, le Thor d'Infinity War et de celui du début d'Endgame, celui qui coupe la tête de Thanos, me plaît beaucoup. J'aime moins le Thor, comment on l'appelle, le Thor Big Lebowski. Bon, c'était sympa, ça change un peu, mais c'est pas le Thor que je préfère non plus. Le Thor Infinity War, moi, c'est celui que je veux revoir. Et donc, j'espère qu'on aura droit à ça. Si ça pouvait pas être avec les frères Russo, ce serait top. Voilà pour ça. Ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est l'évolution du personnage. À la fin du film, allez le voir, Thor a encore eu de nouvelles responsabilités. Il a évolué sur certaines choses. Et ça, j'avoue que j'aimerais bien voir la suite. Voilà, on a eu en fin d'année 2 films. Alors le premier c'était Black Adam. Black Adam c'était Dwayne Johnson la Warner, qui essaye de faire vivre ses personnages d'essai. Mais qu'est-ce qu'elle galère. Pascal Aguinaou qui nous dit il est infinitivement d'accord avec moi. Je pense que ça veut dire qu'il veut lui aussi retrouver le Thor de Infinity War. Alors on pourrait en parler, d'ailleurs je reparle. Le Thor d'Infinity War il avait tout, il était super marrant. Quand on le voit interagir avec les gardiens de les Asgardiens de la galaxie, les gardiens de la galaxie, il est marrant. Il y a un petit jeu qui s'installe avec Star-Lord, c'est très bien, ça suffit, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes en termes d'humour. Il est décisif sur les batailles, sur les grandes batailles. Il se sacrifie pour créer Stormbreaker. Enfin, il est parfait. Ce Thor-là, d'Infinity War, il est parfait. J'en étais à Black Adam, Dwayne Johnson, DC Comics, la Warner. Voilà, moi j'ai trouvé sympa, j'ai vu le film, je l'ai trouvé sympa sur pas mal de points. Je suis un grand fan de la JSA. Je les ai tous, les JSA de Geoff Johns, qui ont été relancés dans les années 2000 à 2010. Et puis après, 2010 à 2013, 2014, on a eu une nouvelle fournée d'épisodes de Geoff Johns. Et j'avais tout de la JSA, tous les épisodes qui sortaient en plus, les annuals, tout ça, j'ai tout. Il doit m'en manquer un ou deux, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et j'aime beaucoup les personnages de la JSA. Ceux que j'ai vus dans le film de Black Adam, Dr. Fate me plaît beaucoup. Hawkman, je l'ai trouvé trop fort. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui pour fonctionner pas pour moi, Hawkman. Leur Cyclone est pas mal parce que c'est pas un personnage facile à adapter. Une jeune héroïne qui tourne sur elle-même en faisant des cyclones et tout. Bon, là, ils en sont plutôt bien sortis, moi, je trouve, visuellement. Et le Atom Smasher était pas du tout pas top. J'aime beaucoup l'acteur qui joue Atom Smasher, mais là il avait vraiment le rôle trop d'un novice qui faisait que des gourdes. Bon voilà, c'est tout. Dwayne Johnson était pas trop mal en Black Adam. Visuellement, c'est quand même le Black Adam que moi j'avais l'habitude de lire dans la JSA. Dans la JSA de Geoff Johns, on avait ce côté ambivalent où à un moment Black Adam était l'ennemi de la JSA, puis devient un peu leur allié. Et puis il redevient le roi de Kahndaq, et là il y a vraiment une confrontation plus importante qui se fait entre la JSA,
un petit peu comme ce qu'on a vu dans le film, donc ça m'a plu. Là où j'étais déçu un peu dans le film, finalement, c'est ce que j'attendais le plus, c'est la fin, avec le sabbat, le sorte de démon, d'être diabolique. Je sais pas pourquoi ça fonctionnait moins pour moi, et puis c'était plus classique, c'est le grand méchant à la fin. Bon, voilà, j'étais moins fan de ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le meilleur allié du MCU face à l'univers DC est finalement Warner Bros. Et ses prods. Oui. Pascal qui me dit un bonnet à Tom Smasher. Oui, c'est tout à fait ça. Il était trop bonnet à Tom Smasher. Merci Pascal. C'est dommage parce que c'est un héros qui a du potentiel. Alors après, moi, les héros géants, les super-héros géants, j'ai jamais trouvé ça très charismatique et très génial parce qu'effectivement, pour moi, un géant comme dans les Ultimates, ou c'est dans The Authority, non, je crois que c'est dans l'Ultimate, c'est un géant, c'est tout simplement une cible plus grosse à dézinguer. Mais enfin bon, c'est tout, c'est mon avis. Qu'est-ce qu'il me dit le Jill? Dwayne Johnson, trop monolithique, mais le film reste sympa. Oui, je suis d'accord avec toi, voilà. Mais en plus, on a appris cette semaine que c'est le grand chambardement à la Warner. Donc c'est un peu les news toutes fraîches du jour. C'est la news toute fraîche du jour qui va en décevoir certains. Moi, j'en fais partie. Alors, on a bien compris que le PDG de Warner était dégagé, que le nouveau artiste manager, le directeur artistique de toute la gamme des films Warner DC Comics, c'était Peter Gunn et Safran, je crois. Et que du coup, ils allaient certainement, il y avait des rumeurs comme quoi ils allaient chambouler les choses, et c'est le cas, puisqu'aujourd'hui on a appris que Henry Cavill ne reviendrait plus en Superman. Alors moi je trouve ça dommage, parce que je trouvais Henry Cavill charismatique, iconique, et en plus qu'ils ont mis 30 ans, Warner a trouvé 30 ans pour trouver un Superman digne de ce nom, et poum, ils ne le gardent pas. Bon, on verra bien où ça nous emmène, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les réactions étaient très très mitigées, voire les gens étaient déçus tout simplement du départ de Cavill. Je pense qu'il y avait d'autres choses à faire avec ce Cavill-là, avec ce Superman. Après, pour moi, voilà, on verra bien ce que ça donne, mais peut-être qu'il pourrait réapparaître dans une histoire de multivers. Et puis surtout, ça veut dire que notre Cavill, il est peut-être disponible pour bosser avec Marvel dans le MCU. On le veut en Hyperion, on le veut en Sentry. Alors moi, j'aurais voulu Henry Cavill en Wonder Man, mais bon, ce sera pas Wonder Man, c'est tout, c'est comme ça. Gaël qui nous dit que c'est du gâchis, on est tous d'accord. Gilles qui nous dit, du coup, il a quitté The Witcher pour rien, Henry Cavill. Oui, alors je sais pas s'il avait quitté The Witcher pour se consacrer à Superman. Je sais que j'ai entendu, je crois, l'été dernier aussi, qu'il avait signé pour un remake de Highlander. Alors moi, je suis fan d'Highlander. J'adorerais voir Henry Cavill en Highlander, mais je suis sur les pages Facebook d'Highlander et tout le monde dit que c'est un projet qui va pas se faire avant 10 ans, etc., etc. Et puis Cavill, comme tout le monde en 10 ans, il aura un peu évolué, changé, donc ça sera peut-être pas si terrible que ça. On verra bien. Donc voilà, Black Adam aussi, bonne sensation, mais c'est toujours pas le succès qu'attend la Warner. Je sais pas comment ils vont s'en tirer de ces histoires. Moi, je pense que tout simplement, ça marchera pas. Gilles qui me dit qu'il a lu la même chose que moi. Il a lu la même chose que moi, j'imagine, concernant Highlander. Pour revenir à Warner DC, est-ce que tout simplement Warner DC, il faut pas qu'ils se contentent de faire des séries télé? Je ne sais pas. C'est con parce que si MCU réussit à faire des films épique, digne de ce nom, sur des super-héros, il n'y a pas de raison que Warner ne réussisse pas. L'avenir nous le dira. Et le dernier film de l'année super-héros comics, c'était Wakanda Forever, que j'ai trouvé aussi très très bon. Très très bon. Moi, je suis pas très fan du premier Wakanda Forever, du premier Black Panther, pardon. Vous voyez, j'étais pas très fan du Docteur Strange, j'ai adoré Docteur Strange 2. J'étais pas très fan du Black Panther 1, j'ai adoré Black Panther 2. On a le deuil qui est vraiment présent dans tout le film, à plein d'étages différents. On a la nomination, on va dire ça comme ça, d'un nouveau Black Panther. On a toujours les personnages qu'on aime du Wakanda. Il y a des héros qui sont super, je me souviens plus des noms, mais le chef de la tribu des gorilles, il est vraiment top, j'adore ce personnage. On a Shuri, on a une nouvelle héroïne, on a des nouveaux personnages qu'on n'avait jamais vus dans le Marvel Cinematic Universe. On va avoir une nouvelle héroïne, je vous en parle pas si vous la connaissez pas comme ça, vous n'êtes pas spoilé. On a Namor, ça vous le savez, le méchant c'est Namor. C'est un Namor qui est différent du Namor des comics, et c'est pas plus mal. Moi je crois que je préfère le Namor du cinéma que le Namor des comics. J'ai jamais trop saqué Namor dans les comics, il faut dire la vérité. Tu vois, Gilles par contre me dit que lui était déçu par les origines de Namor. Alors en fait, moi ce qui... Oui et non, ce qu'il y a, c'est qu'elles sont très, elles sont très affichées, ces origines. En fait, le Namor qu'on connaît dans les BD, il a des origines, mais on ne le connaît pas. Moi, je suis en train de me dire, mais si ce n'est que Atlantide, c'est certainement dérivé de Poséidon et de la mythologie grecque, je ne connais pas les origines de Namor. Son père était un métis. Non, son père... pour moi, c'est les mêmes origines que Aquaman. Son père s'est marié, a eu un enfant avec une
une Atlante. Alors je me trompe peut-être, hein, mais dans ma tête c'est vraiment ça. Et là on est sur quelque chose de différent. Peut-être qui est donc du coup Namor, on voit pas spécialement qu'il est ici la mythologie grecque et tout, c'est un Atlante et puis c'est tout. Là aussi ce qui fait la différence avec ce Namor là, le Namor Talocan, c'est qu'il est très marqué visuellement comme étant une sorte d'Inca, de Maya, d'Aztèque, etc., etc., de ces cultures méso-américaines. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Je l'ai trouvé le personnage vraiment très bien. Je l'ai trouvé très attachant, mais très irritant et très dangereux. D'accord. Donc vraiment un personnage waouh, avec vraiment des enjeux dans ce film-là où on a finalement, on a deux civilisations hyper puissantes qui commencent à rentrer en guerre, quoi. Tout ça, j'ai trouvé très bien. Alors, le seul petit bémol, allez, si je voulais être un peu, excusez-moi, euh, pointilleux, je voulais chercher le détail, c'est que du coup, avec tout le ramdam que ça fait, ça m'étonne que les autres civilisations, les autres pays ou d'autres héros du MCU n'aient pas pris conscience de l'affrontement qui se jouait entre les deux nations. On va dire ça comme ça. Alors, Gilles nous dit c'est le fils d'un marin et d'une princesse Atlante. Oui, voilà, merci. Namor, c'est bien ça. Donc, c'est les mêmes origines que Aquaman. Aquaman, c'est pareil. Sa mère, c'était la reine d'Atlantis. Et puis, son papa, c'était le gardien d'un phare. Donc, voilà, c'est un peu la même chose. Pascal me dit qu'il a adoré ce Namor et ses origines aztèques. Pour moi, c'est pareil. Vraiment très, très bien. J'aime moins le côté qui soit peut-être là depuis plus longtemps que ce qu'on imagine et que ce qu'on voit, nous, dans les comics américains. Mais pourquoi pas. Le reste était vraiment top. L'affrontement quand il rentre en action entre les deux nations est impressionnant. Même visuellement, les Atlantes sont vraiment une réussite, moi je trouve, parce qu'il y a un côté ambivalent dans les Atlantes. Donc ceux qui ont vu le film comprendront que visuellement on a plutôt deux aspects des Atlantes que je trouve vraiment intéressants. Je ne me l'explique pas vraiment. Donnez-moi vos théories, s'il vous plaît, sur cette ambivalence visuelle, mais du coup ça fonctionne bien et c'est quelque chose de différent de ce qu'on avait vu jusqu'à présent, et du coup c'est une réussite. Vraiment c'est une réussite, ce Wakanda Forever, pour moi c'est une vraie belle réussite. Donc j'ai envie de vous dire que sur les 3 films Marvel qu'on a eu cette année, on en a eu 2 qui étaient de très belles réussites. Voilà. Donc maintenant la plupart d'entre vous, vous m'avez dit quel film vous ne voyez pas en tant que film de l'année, donc Thor, on est d'accord, ce ne sera pas le film de l'année. Mais quel est pour vous le film de l'année? Gilles, Seba, et mon troisième viewer, je ne sais plus qui est là avec nous. Dis-moi, quel est pour toi le film de l'année? Alors Gilles me dit que par contre, ça n'est pas malin de la part des Wakanda d'aller chercher les Atlantes sur leur terrain. Oui, oui, c'est bizarre ça, tout à fait. Oui, Pascal, j'étais sur la même chose que toi. Alors, je vais pas en parler pour les gens qui n'ont pas vu le film, mais Pascal me donne sa théorie concernant le fameux double aspect visuel des Atlantes, et moi j'ai compris ça comme ça aussi. D'accord, on est d'accord, Pascal, ça roule. Donc les autres viewers, vous pouvez le voir, il n'y a pas de souci. Alors, Gilles me dit qu'il hésite entre Batman et Doctor Strange. D'accord, donc Gilles, c'est bien, tu as ta shortlist. Maintenant, je te demande de faire un choix entre Batman et Doctor Strange. À toi de jouer. Seba, Pascal, quels sont vos films préférés? Bah oui, c'est Pascal, je suis bête. Pascal, Seba et Gilles. Seba et Pascal, quel est votre film préféré de l'année 2022? Pascal me dit Doctor Strange. Seba, je sais que tu m'entends. Normalement, tu es en train de dessiner le privé, l'album 3. Je suis sûr que tu es en train de faire plein de pages influencées, inspirées par ma voix, ma douce voix, qui t'envoie plein d'ondes positives et créatives. Donc lâche ton dessin du privé et dis-moi quel est pour toi le film de l'année. Mon Seba, on compte sur toi, on t'attend. Et il est pas là. Il est parti aux toilettes, notre Seba. Seba, ah, pas vu. D'accord, notre Seba l'a pas vu. Ok. Donc moi, le film de l'année 2022, pour moi, c'est tout simplement Doctor Strange, Multiverse of Madness. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Même au niveau créativité, quand il y a la scène d'affrontement sonore, je trouve que ça fonctionne bien. Les différents aspects du multivers qu'on voit me plaisent, à part peut-être la scène où on voit qu'il traverse plusieurs multivers différents avec des choses très colorées et tout. Mais on reproche toujours à Marvel de ne pas prendre de risques. Moi là, je trouve que visuellement, ils ont pris des risques. Pascal nous dit que Seb, arrête de faire tes tâches de partout. Pas le temps, il dessinait. Oui, on comprend pas, Sébastien. Tu peux continuer à faire tes dessins. Et il n'allait pas aller au ciné parce qu'il dessinait, justement. Donc ouais, ce Multiverse of Madness, pour moi, c'est vraiment la réussite de l'année.
gros film, gros enjeu, les personnages qui évoluent, on perd Scarlet Witch peut-être, voilà, Doctor Strange qui va plus loin, Doctor Wong qui devient de plus intéressant, qui prend une part importante dans l'univers, et je trouve ça très très bien. Donc je décerne le Durandal du film comic book super-héros de l'année 2022 à Multiverse of Madness. Ouais, un Durandal. Voilà pour cette première partie des Durandal. Deuxième partie, je vous tiens encore un peu, mes viewers, vous êtes là, ne bougez pas. Je vais parler maintenant de ce qui est pour moi l'événement narratif de l'année. On va appeler ça événement éditorial. Donc je parle de quoi? Je parle de crossover, je parle de gros events éditoriaux. Et ça va aller assez vite. Ce que je recense, moi, on a du DC, du Marvel, et on a même du Image Comics. Allez, on va commencer par l'Image Comics. L'un des événements pour moi de l'année, crossover de l'année, c'était Scorched. Strange raccord au What If. Oui, Pascal nous disait que Strange était raccord au What If. En plus, oui, tout à fait, dans Multiverse of Madness, on voit des personnages qu'on avait vus déjà apparaître dans la série What If. On a plusieurs versions de spécial Strange. On a d'ailleurs des astuces scénaristiques que je trouve géniales. Comment Doctor Strange arrive à revenir chez nous dans notre réalité. Je trouve ça super chouette. Enfin bon, c'est tout. Il est très bien, c'est une fois que je revois. Dans les événements de l'année, The Scorched. Les Scorched, ça arrive, Gilles, en janvier, normalement, chez Delcourt. The Scorched, c'est quoi? C'est tous les personnages de la Spawn Family. C'était l'année Spawn, hein, chez Image Comics. Tant mieux, c'était l'année Spawn. Qui se réunissent, qui se rassemblent en une équipe pour de bon, pour de vrai. Le Redeemer, le Medieval Spawn, le Gunslinger Spawn. Finalement, tout le monde sauf Spawn, pratiquement. Miss Spawn, il devrait y avoir Haunted à un moment. Et j'aime beaucoup, moi, cet aspect crossover. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Je les connais pas, ces personnages. Moi, j'ai jamais trop lu du Spawn. Mais ça me donne envie de me replonger dedans. Donc j'ai réussi à avoir les 6 premiers. J'ai réussi à en avoir, je sais plus, 2 ou 3 pour mon pote Seba, qui lui aussi aime beaucoup Spawn et les Scorch. Et moi, j'attends du coup la version française. Parce que la VO, parfois, pour moi, c'est un peu compliqué quand même. Mon anglais est un petit peu usé. Et puis, quand ils utilisent des expressions américaines ou un peu d'argot, je suis largué. Mais voilà, c'était un des événements pour moi éditoriaux, narratifs, crossover de l'année. C'était enfin la réunion d'une équipe de Spawn, quoi. Tout simplement, les versions, c'est pas des versions alternatives, les différents Spawns réunis en une seule équipe. Moi, je veux lire ça en VF. Et ça tombe bien, ça arrive en janvier chez Delcourt Comics. Ça, c'était la première chose. En début d'année, on a eu aussi Heroes Reborn. Heroes Reborn, alors je les ai pas là, je les ai prêtés à mon pote François Maillet. François, si tu es en ligne, tu me regardes, bienvenue, j'espère que tu vas bien, tu me fais un petit coucou, on se revoit prochainement. Donc François, il a les Heroes Reborn. Heroes Reborn, c'est toujours Jason Aaron dans sa grande... Allez, dans son grand plan pour les Avengers, il nous a proposé une version alternative, un univers alternatif dans lequel les Avengers n'existent plus. Pascal qui me dit « Ah, je lisais à l'envers des crocs. » Des crocs. Oui, dans le monde des miroirs, Scorch, c'est des crocs. Donc, Heroes Reborn, Jason Aaron, Ed McGuinness. Ce que je trouve très bien, c'est qu'on a un univers alternatif comme on avait pu l'avoir dans l'âge de l'Apocalypse. Dans cet univers-là, le postulat, c'est qu'il n'y a pas de Avengers, il n'y a jamais eu de Avengers. On a d'autres super-héros, les super-héros de l'escadron suprême qui tiennent l'Amérique et quand même le monde libre. Et le président des États-Unis et du monde, pas si libre que ça, c'est Phil Coulson. Donc Phil Coulson, ça doit vous parler. C'est bien le même Phil Coulson qu'on avait vu dans les films Avengers, qui est dans la série The Shield, et qui finalement n'est pas un héros dans l'univers Marvel. Et je trouve ça très bien, j'aimais pas moi Phil Coulson dans les films et dans la série, donc voilà, je suis assez preneur. Et donc on découvre cet univers dans lequel les Avengers n'existent pas, les Avengers sont là, les personnages qui normalement sont des Avengers existent là, mais ils ne sont jamais devenus des super-héros et des Avengers, et donc on va comprendre, on va suivre ces aventures pour savoir si les Avengers vont se réveiller, si le monde va revenir à ce qu'il était, à la réalité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que derrière tout ça, il y a un grand méchant qui tire les ficelles, un grand méchant que Jason Aaron nous tease depuis un bon moment. Et puis c'est surtout tout l'univers alternatif dans lequel les mutants finalement
sont non grata. Le Canada est une province qui est quasiment annexée par les US parce qu'au début, ils se sont un peu rebellés contre le gouvernement américain et les X-Men n'existent quasiment plus. Wolverine fait partie de la Alpha Flight et ils sont tous traqués et décimés quasiment. Donc c'est intéressant de dire tout ça. On a une version donc de Hyperion de l'escadron suprême qui ressemble au Superman qu'on peut lire dans DC. Et par exemple, le Jimmy Olsen de ce Superman Hyperion, c'est Peter Parker, le journaliste, qui est un peu le Jimmy Olsen d'Hyperion. On a Nighthawk, on a tous ces personnages, certains qui ont vraiment l'air d'être des héros, comme Hyperion et Nighthawk, et les autres qui ont vraiment l'air, par contre, très mauvais, quasiment maléfiques, avec Power Princess, avec le Docteur Spectrum, des personnages qui sont vraiment très borderline. Est-ce que ce sont des héros? On se pose la question. Et puis on a Ed McGuinness, c'est ce que me dit Pascal. Ed McGuinness qui est au top, quoi. Ed McGuinness, c'est toujours beau, c'est toujours balèze, c'est toujours charismatique, c'est vraiment un super artiste. Et donc on a vraiment cette série qui est consacrée à Heroes Reborn. Donc c'est pour moi que du bon. Un peu en parallèle dans l'année, on a eu, alors pas vraiment un crossover, mais on a eu une nouvelle ligne éditoriale, c'est DC Infinite. Dans l'année, au tout début, on a eu Future State, donc une vision du futur probable de DC Comics. Dans plusieurs épisodes, on a eu un grand album où on avait 1 ou 2 épisodes, je vais dire une bêtise, de la Justice League, de Superman, de Batman, et on voyait l'avenir que nous propose a priori DC Comics. Et dans Infinite, on voit comment les héros vont évoluer jusqu'à cet avenir, d'accord? Donc là, on a une nouvelle continuité. Dans la nouvelle continuité Infinite de DC, donc finalement, si on reprend un petit peu le train en marche en arrière, si on fait un rewind, on fait un retour rapide, on se rend compte qu'il y a 10 ans, DC avait refait ils avaient fait une refonte éditoriale avec Rebirth, donc ils avaient relancé l'univers DC plus pour un jeune public. On avait des versions Superman, Wonder Woman qui étaient un petit peu plus jeunes et qui redémarraient leurs aventures. Et bien là, finalement, on revient un petit peu sur tout ça, on revient plus sur l'avant Rebirth. Et puis ce que je trouve bien, c'est que du coup, ils assument toutes les crises. En fait, pour eux, pour DC, à chaque fois qu'il y a eu une crise, c'était une refonte éditoriale. Et donc, à travers la dernière crise qui était Death Metal, eh bien, on relance l'univers DC via un DC Infinite. Dans ce DC Infinite, Superman, on a 2 Superman. On a Superman Jonathan John Kent, le fils adolescent, jeune adulte de Superman, qui est le Superman de Metropolis. Hélas, je ne lis pas ses aventures parce que je ne peux pas tout lire non plus. Mais on a, ce que je trouve ça très intéressant, on a un Superman de Metropolis, c'est John Kent qui apprend à être le Superman dont a besoin la population de Metropolis. Et on a Superman Clark Kent qui, lui, se part en croisade pour combattre Mongul. Mongul, c'est un tyran de l'espace, c'est une sorte de Darkseid, de Darkseid ou de Thanos, mais plus de Darkseid, bis, puisque Superman veut aller délivrer le peuple de Mongul qui est pris en otage, qui est finalement esclave de ce tyran. Et pour aller dans ses aventures, il recompose une équipe de The Authority. C'est ça, de The Authority? Ouais, c'est The Authority. C'est The Authority ou Stormwatch? Non, c'est The Authority. Avec Apollo, avec Midnighter, etc., etc. Et donc, ils veulent aller sauver la planète Mongul. Mais ça ne se passe pas forcément comme il veut. Ça, c'est pour la continuité Superman. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a Wonder Woman qui revient. Mais au tout début, Wonder Woman n'est plus une Amazone. On ne sait pas pourquoi. Elle se retrouve dans la mythologie asgardienne. C'est plus une sorte de Valkyrie. J'ai pas lu les albums, mais je vous avoue que si je pouvais, j'adorerais lire ce renouveau de Wonder Woman. Parce que je trouve ça super intriguant de l'avoir d'abord dans la mythologie asgardienne. Donc il y aura peut-être plusieurs mythologies qui vont être développées dans DC Infinite. Et ça me plaît. Très très bon aussi renouveau, c'est Batman. Le renouveau de Batman après la guerre des Jokers est sensationnel. Vraiment très bon. Moi qui ne suis pas fan de Batman, ça y est, maintenant je suis fan de Batman. On a des artistes comme James Tynion Forth et Jorge Jiménez sur la série Batman Infinite. Regardez-moi ce que fait Jorge Jiménez. Jorge Jiménez, il est excellent. Il est excellemment excellent. Il est super bon de chez super bon. Batman est vraiment magnifique, dessiné par Jorge Jiménez. Et là où c'est intéressant, c'est que ça n'est pas que intéressant visuellement. Le renouveau de Batman, c'est plus le Batman que vous connaissez. Batman, c'est depuis des décennies Bruce Wayne dans son manoir qui combat toujours le Joker, qui combat toujours le Pingouin, qui combat toujours l'épouvantail.
Et moi j'accroche pas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais ce Batman-là, regardez-moi cette double page. Regardez-moi Barbara Gordon. Waouh, ça y est, je suis amoureux. Barbara Gordon est splendide. Voilà. Le nouveau Batman est dans un nouveau statu quo. Batman a perdu sa richesse, sa fortune. Bruce Wayne a perdu sa fortune. Finalement, si vous avez lu White Knight, le nouveau Batman Infinite, c'est un petit peu une sorte de continuité non officielle de White Knight, et c'est très bien comme ça. Batman a perdu certains de ses alliés les plus fidèles. Il est hors de son manoir, il est obligé de vivre dans Gotham. Il n'a plus la Batcave, il a des mini Batcaves à plusieurs endroits dans Gotham City pour essayer de continuer à faire la guerre aux malfrats, aux super vilains de Gotham City. Sauf que, il n'a plus les moyens qu'il avait. Sa fortune, elle est maintenant dirigée par le fils de Lucius Fox. Donc c'est plus lui qui a les manettes. Et malgré tout ça, Batman continue à faire la guerre aux ennemis, aux vilains qui peuplent Gotham City. On a deux séries aujourd'hui. On a Batman Infinite et on a Batman Detective. Ce qui est intéressant encore aussi dans l'univers de Batman, c'est que Batman, avant, il avait des alliés. Il avait le commissaire Gordon de la police. Il avait le maire qui fermait un petit peu les yeux sur ses activités. Et là, c'est plus du tout le cas. Là, Batman, il n'a plus Gordon. Le nouveau maire de Gotham City veut la tête de Batman. C'est exactement ça. Et pour avoir la tête de Batman, il fait appel à une super police privée. Donc, comme dans le White Knight, il y avait des super justiciers, des super policiers. On commence à revoir ça dans la nouvelle continuité de Batman. Et moi, j'en suis au début, puisque finalement, c'est des albums qui sont parus en VF l'an dernier. Et moi, je le lis tout ça dans Batman Infinite bimestriel. Le dernier softcover que vous pouvez trouver une fois tous les 2 mois. Je trouve ça très bien. Vous avez les 2 séries principales Batman, Batman Infinite et Batman Detective. Et à la fin, par exemple, vous avez souvent une mini-série entière. Là, c'était 6-7 épisodes consacrés à Katana. Donc, l'autre série de Batman, c'est Batman Detective. C'est dessiné par Dan Mora. Pareil, Dan Mora, c'est le Dan Mora de Once and Future. Once and Future, je vous en reparlerai. Je vais retrouver mon album, vous m'avez perdu. Hein. Once in Future, Dan Mora, c'est du tout bon. Dan Mora et Kieron Gillen qui revisitent l'univers et le mythe du roi Arthur. Je regarde pas, je l'ai pas lu l'album. Donc je vous en parlerai prochainement celui-là. Et donc Dan Mora et Mario Taramaki, je vais vous dire le nom du scénariste plutôt que de vous dire des bêtises. Batman sur cette deuxième série qui est plutôt axée sur le côté détective. Donc Mariko Tamaki, je vous disais des bêtises, excusez-moi, Mariko Tamaki, le scénario, Dan Mora au dessin. Et là, on a du Batman en mode enquête. Batman qui maintenant n'est plus dans son manoir, il vit à Gotham City, il a des voisins, des voisines, il se met un petit peu, il se sociabilise auprès, quand même de l'élite gothamienne, mais il y a des meurtres en série, et certains de ses amis, de ses nouveaux amis et voisins meurent dans d'étranges circonstances. Voilà ce qu'on a dans Batman Infinite. Et en plus, on a des nouveaux personnages. On a le Ghostmaker, qui est mon personnage préféré de l'univers Batman. C'est une sorte de Batman bis, mais qui n'a pas le costume de chauve-souris et qui, au début, est un petit peu plus trash. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'oublie? Le dernier événement crossover pour moi de l'année, Devil's Reign. C'est une sorte de Civil War bis. Devil's Reign, c'est le Kingpin, le Caïd, qui, pour ceux qui ne le savent pas, le Kingpin est le maire de New York. Donc oui, le Kingpin est le maire de New York. Et dans cet événement qui s'appelle Devil's Reign, le Kingpin décide d'interdire les super-héros, de rendre illégal les super-pouvoirs. Tout simplement, il décide de faire la guerre aux super-héros new-yorkais. C'est magistralement écrit par Chip Zdarsky, superbement dessiné par Marco Checchetto. Marco Checchetto et Chip Zdarsky, c'est l'équipe derrière le renouveau de Daredevil. La période de Daredevil actuelle est vraiment sensationnelle. Moi, pareil, qui ne suis pas vraiment Daredevil, je me suis laissé accrocher à cette nouvelle continuité et je suis très impatient de lire les prochains tomes de Daredevil. C'est tout bon. Daredevil de Chip Zdarsky et Marco Checchetto, c'est vraiment très très bon.
Si vous n'avez pas pris le train en marche sur cette année, vous allez pouvoir prendre le train en marche avec les nouveaux albums parce que c'est toujours la même équipe mais qui rentre dans une deuxième phase de de leur plan à grande échelle ou à moyenne échelle qu'ils ont pour Daredevil et ça s'annonce épique, violent et j'ai envie de dire ninja. Donc voilà, lisez, vous verrez que vous serez agréablement surpris, je pense. Dans Devil's Reign, on a donc les super-héros, et notamment Daredevil, puisque c'est l'ennemi héréditaire de notre ami le Kingpin, qui sont obligés d'affronter le Kingpin et son plan machiavélique, etc. etc. C'est bon, c'est vraiment bon. La série principale de Devil's Reign est très bonne, les 5-6 épisodes sont très bons. Dans les séries dérivées, il y en a surtout une qui vaut le coup, c'est la série La Femme sans peur. La Femme sans peur, c'est la série qui est consacrée à Elektra, puisque Elektra est devenue la partenaire officielle, est devenue une sorte de Daredevil bis. On la voit où? J'essaie de vous trouver. La Femme sans peur, c'est Elektra, une Daredevil bis. Et c'est ces deux séries-là qui sont principalement intéressantes. On a beaucoup de séries dérivées dans le magazine Devil's Reign, donc on paye 16 € pour avoir plein d'épisodes. Mais je trouve que les deux épisodes les plus intéressants, c'est quand même Devil's Reign et La Femme sans peur. Donc peut-être pour ceux qui ne l'ont pas lu, attendez un album relié à 100% avec Devil's Reign en entier, puis peut-être si on a la chance, La Femme sans peur, et ça vaudra plus le coup. Donc voilà tous les événements qui sont pour moi les crossovers et les événements narratifs comics de l'année. Et maintenant, si je dois décerner un Durandal à un de ces événements, bonsoir Arnaud, bienvenue sur Canapé Comics. Eh bien, je dois vous dire que je ne sais pas trop. Quel est pour vous l'événement narratif crossover de l'année? Déjà, aidez-moi. Mes viewers, je vous ai parlé d'Heroes Reborn, je vous ai parlé de DC Infinite, je vous ai parlé de The Scorched. The Scorched, les personnages de Spawn qui s'unissent dans une équipe d'anti-héros, les anti-héros de l'univers Spawn. Je vous ai parlé de Devil's Reign. Donc vous, dites-moi quel est pour vous, parmi ceux-là, le crossover de l'année, celui qui mérite le titre d'événement narratif de l'année comics. Ah, Arnaud me dit Oplitea. Oui, peut-être, mais c'est pas dans ma catégorie, Arnaud, c'est gentil. C'est gentil, merci Arnaud. Pour les autres, dites-moi quel est selon vous le crossover de l'année, l'événement narratif, Heroes Reborn, DC Infinite, je lui dis à Tom 4. Non, pas Oplitea, c'est gentil, mais ça n'est pas un crossover, ça n'est pas un événement en soi. Devil's Reign et The Scorched, je vous laisse un petit peu de temps. Moi, sincèrement, si je dois faire un choix, ce serait, je pense, Heroes Reborn, puisque j'ai trouvé que cette saga était vraiment très intéressante. Et là où c'était bon, c'est que même les séries dérivées, puisqu'on a des albums comme ça qui ont été édités à chaque fois avec une dizaine d'épisodes. On avait la série principale Heroes Reborn dessinée par Ed McGuinness, c'était un vrai régal. Mais tous les autres épisodes dérivés, les tie-ins de Heroes Reborn étaient bons. On découvrait vraiment l'univers alternatif, une sorte de Hyperion version Superman. On découvrait le Peter Parker, on découvrait Gwen Stacy qui était Spider-Gwen, qui était une grande psychiatre qui aidait les gens dans une sorte d'asile un peu d'Arkham. On a découvert que les mutants menaient une sorte de résistance contre le gouvernement, et les héros européens menaient une résistance un peu secrète contre le gouvernement américain. On a découvert plein de séries de héros alternatifs qui étaient intéressants. Et moi, c'est ce qui me fait dire qu'Heroes Reborn, c'était le crossover, l'événement narratif de l'année. Pascal dit Batman, Arnaud dit Batman Infinite. Donc pour certains et la plupart d'entre vous, le crossover, l'événement narratif de l'année, c'était Batman Infinite. J'avoue que c'est quand même quelque chose de très bon. Ce Batman-là est vraiment... voilà, moi j'ai envie de dire, le personnage évolue enfin. Les personnages évoluent enfin. Ça fait du bien. Et du coup, on a hâte de lire la suite, il faut dire la vérité. Voilà, j'en ai terminé pour les Durandal de l'année. Je récapitule. Meilleur fil de l'année, Durandal 2022, Multiverse of Madness. Durandal du crossover event narratif de l'année. Pour moi, Heroes Reborn. Pour vous tous, c'est plutôt Batman Infinite. Jill me dit que c'est Absolute Carnage en Absolute. Oui, ils auraient édité le crossover Absolute Carnage, tout à fait. Du coup, je vous pose déjà une question, puisque la semaine prochaine, on terminera les Durandal avec la lecture comics de l'année. Moi, je sais déjà quelle a été ma lecture comics de l'année,
Et pourtant, je trouve que c'est une belle année. Il y a eu une ou deux années l'an dernier, j'étais un petit peu, je sais pas déçu, mais en tout cas, j'étais resté sur ma faim. Là, cette année, waouh, c'était une très très belle année de comics. On en a déjà parlé un petit peu. Et il y a encore plein d'autres petites lectures, d'autres séries que je suis et que j'ai kiffé. Moon Knight, la nouvelle série Moon Knight, je la trouve très bien. Certains tomes de Captain Marvel, la série actuelle, sont très bons. Alors, il y en a qui sont un peu décevants. Enfin, j'ai eu vraiment une superbe année comics. Donc, je vous pose déjà la question. Mes viewers, je sais que je vous retrouverai la semaine prochaine. Commencez à réfléchir quelle a été votre lecture comics de l'année. Et on en reparle la semaine prochaine. Voilà, je vais vous laisser tranquille. Je vais vous foutre la paix. Vous allez pouvoir retourner lire vos comics. Moi, je vais me lire quoi? Allez, je vais continuer à lire Marvel Comics. Je vais lire les épisodes de Thor. Je me suis fait plaisir avec l'Avengers. Maintenant, je vais lire du Thor par Donny Cates et Neil Klein. Ça va être bon. Je sais, ça va être bon, ça va me plaire et je vais kiffer. Donc, ça va être top. Donc, voilà. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, lisez des comics. À tantôt. Et cette fois, je vais rajouter, allez les bleus. À bientôt tout le monde.